Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. Alors, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous retracer un peu ton parcours professionnel et nous raconter ce qui t'a amené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui chez Private Sport Shop ? Bien sûr, merci déjà pour l'invitation et puis pour la participation à ce podcast. Donc moi je m'appelle Laurent Mirales, donc j'ai bientôt 36 ans. Mon parcours, alors il a été un petit peu atypique au départ, c'est-à-dire que sorti de mon bac, je suis parti en fac de pharmacie parce que je me disais que je souhaitais devenir pharmacien, et puis au final après un échec au concours, je suis parti en fac de sciences et après l'obtention d'une maîtrise en biochimie et biotechnologie, je me suis rendu compte que le milieu de la recherche c'était bien, c'était sympa, mais ça allait pas assez vite pour moi. Donc je me suis reconverti sur une maîtrise master dans une école de commerce, donc l'IAE de Montpellier, en partenariat avec Subdeco de Montpellier, dans lequel j'ai fini un master donc du coup grande école de commerce, spécialisé dans tout ce qui est système et maîtrise de l'information. Ok, du coup, Private Sport Shop maintenant c'est quand même un acteur bien connu dans le monde du e-commerce. Mais est-ce que tu pourrais malgré nous nous présenter l'entreprise et nous pitcher un peu le concept et les valeurs de l'entreprise ? L'entreprise, c'est un site e-commerce, un site e-commerce de vente privée, tout simplement. On n'a pas réinventé la roue, je veux dire, les précurseurs dans ce domaine, c'est VP ou Showroom un petit peu plus tard. Mais il y avait un coup à faire, puisque le sport c'était pas non plus leur force, et que ça restait une niche, mais une niche qui touchait beaucoup de monde. Et en fait, à l'initiative de Private Sport Shop, il y a deux personnes, donc Benoît Durand et Guillaume Bertel, qui étaient deux potes des bancs d'école de commerce, qui se sont dit pourquoi pas à un moment donné monter un site de vente privée, mais spécialisé dans le sport, parce qu'il y en avait un qui avait la compétence du web et du marketing, et l'autre qui avait la compétence du sport et du commerce. Donc ça a été créé en 2011. Donc moi en fait j'ai intégré directement la partie en 2011, fin 2011, au tout début. Donc je me souviens très bien, c'était un tout petit appartement, il y avait pas grand chose, on faisait tout, on faisait les colis, on faisait le market, le service client, les achats. Donc c'était très 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 grisant. Et petit à petit, ça a évolué pour devenir une société qui est partie d'un petit appartement, après un appartement avec un entrepôt, puis après un entrepôt avec des bureaux, puis après des bureaux beaucoup plus grands, et pour finir avec maintenant un dépôt de plus de 8 mètres carrés avec des logisticiens externes et des gros bureaux. Et donc en fait, Private Sport Shop, si je devais le résumer, ça serait le bon produit au bon prix au bon moment. En fait, on est un espèce de shopping club. Pourquoi je dis shopping club ? Parce qu'en fait, on a des membres qui sont très fidèles et qui sont surtout avant tout amateurs de sport. Et on a pour vocation, en fait, tu me poses la question des valeurs. On dit souvent qu'on se positionne comme une équipe, comme un sport co, qui va vite, donc qui joue vite, et où dont tous les membres sont impliqués. Peu importe le niveau dans la boîte, peu importe le service dans lequel on travaille, tout le monde y met du sien, il met du cœur. Et surtout aime beaucoup pousser de nouvelles solutions et accompagner les projets pour que la réussite de l'entreprise soit totale. Ok, très clair. J'aime bien la métaphore du coup de l'équipe de Sportco. Et du coup, toi, tu nous disais qu'au début, tu touchais un peu à tout, comme c'était les premiers pas de l'entreprise, mais aujourd'hui, je pense que tu as quand même un poste et un périmètre d'action bien défini chez Private Sport Shop. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler et nous dire c'est quoi tes missions au quotidien ? Ok, donc mon poste, donc c'est directeur des opérations. Donc forcément, comme son nom l'indique, mon périmètre il est forcément opérationnel. Donc il est très vaste et très large. Donc ça part donc ce qu'on appelle chez nous le vendor service, qui
sont en l'occurrence en français, on va dire les assistants achats, donc le service qui s'occupe de prendre le relais du service commercial auprès des fournisseurs, de récupérer les informations de stock, de produits, tout ce qui va servir en fait à alimenter la chaîne qui suit derrière. Donc dans la chaîne qui suit derrière, il y a la production des ventes, dont le content, comme on dit en anglais, donc qui elle va être en charge de récupérer toute cette partie, on va dire, immatérielle, de fichiers, de visuels et tout ça, et de la transformer en quelque chose justement de visuel, de palpable sur le site. Et donc, comme vous pouvez le voir avec les descriptions produits, les technologies, les photos, tout ce que vous pouvez trouver, les conseils de vente, les guides de taille. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de ce service. Puis derrière, il y a forcément, je touche aussi à la partie logistique, qui s'occupe effectivement d'expédier tous les centaines de milliers de colis qu'on expédie par mois. Donc pour ça, on a un service internalisé. On travaille aussi avec des prestataires externes pour suivant la volumétrie qu'on a à traiter. Ça touche aussi toute la partie IT. Donc on a à proprement parler une petite équipe IT en interne, c'est-à-dire qu'on ne développe rien en interne chez PriceSport Shop. Historiquement, on travaille avec une société externalisée depuis maintenant bientôt plus de 10 ans, qui est basée à Paris, qui s'appelle Antadis, et qui nous ont accompagnés depuis le début et avec qui on a grandi et grossi. Puis il y a un service, donc tout ce qui est BI, donc fourniture de la partie data auprès des services. Ça touche la partie service client qu'on a aussi en interne à Montpellier, là où on est basé, qui traite toutes les langues et qui depuis un peu moins presque un an d'ailleurs. Maintenant, c'est parti du Covid, où on a externalisé une partie, on va dire pour les questions simples ou rapides en offshore. Et à la fin, tout ce qui est la partie transport aussi, puisque c'est bien de prendre des commandes, c'est bien d'avoir des produits et de les expédier, mais il faut aussi qu'ils soient livrés. Donc il y a aussi tout ce panel-là. Donc c'est très très vague et très très vaste. Ok, super intéressant. En tous les cas, tu dois pas t'ennuyer. Et du coup, on va aussi parler du transport dans un dernier temps. Donc c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, parce que j'avoue que si on aborde tous les sujets, je pense que on peut y passer la journée, surtout avec votre site et la croissance qu'il a eu ces derniers temps. Je pense qu'il y a énormément. Il y a matière. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'avait donné envie de travailler dans le e-commerce, que du coup tu disais, enfin Private Sport Shop là à 10 ans, toi t'es arrivé. Il y a 10 ans, il y a 10 ans aussi. Non, en fait, ça fait 7 ans que je suis directeur des opérations, mais je suis arrivé à l'origine. Ils venaient de créer le site, il y avait les deux fondateurs et il y en avait même encore un qui était à distance parce qu'il avait une autre société. Et donc il restait un des deux cofondateurs avec moi et un préparateur logistique et un responsable marketing. C'était tout petit au début, mais c'était très grisant, quoi. Ok, et mais du coup, il y a 10 ans, c'était pas encore, enfin, le e-commerce existait, mais il n'était pas au niveau de maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de travailler dans ce monde-là, du coup? En fait, comme je t'ai dit en introduction, moi je me suis un petit peu testé et parfois perdu dans différents domaines. Donc quand je dis que j'ai testé la biochimie, biotechnologie parce que j'aimais la science, mais en fait ce qui m'a le plus frustré dans ce domaine-là, c'est la lenteur. C'est-à-dire que quand on veut développer un médicament, hein, c'est d'actualité en plus, ou vaccin, il y a une inertie qui est énorme. Et les résultats sont pas forcément rapides. Donc alors à l'inverse, avec le site e-commerce, c'est ça qui m'a tout de suite plu dans ce monde-là, c'est que tout va très vite, que les challenges ils sont quotidiens, que les actions qu'on entreprend, ils donnent rapidement des résultats. Et la logistique, parce que c'est rendre quelque chose de non palpable en quelque chose de palpable. C'est-à-dire qu'on vend quelque chose sur un site internet derrière un écran. Et on le transforme en un produit que le client va pouvoir apprécier, utiliser et recommander d'ailleurs autour de lui. Et c'est un challenge. Avant tout, c'est un challenge humain parce que quand on demande d'aller vite, qu'on demande qu'il y a de défis à relever tous les jours, si on n'a pas une équipe qui est soudée, qui est forte et qui a envie de suivre cette directive, ça peut pas marcher. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, pour parler du site, alors là, moi, en même temps qu'on parle, je suis dessus pour pas me perdre, même si je le connais bien. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était comment vous choisissez les marques et les produits qui sont proposés sur le site. Il faut savoir que déjà depuis qu'on a ouvert en 2011, on travaille toujours avec plus de 3600 marques.
qu'on a plus de 40 personnes au service achat à l'heure actuelle qui sont des experts dans leur domaine et qui sont généralement, hein, on fait bien les choses, on recrute généralement des passionnés, parce que pour pouvoir sélectionner des voiles de kitesurf, il vaut mieux s'y connaître et apprécier ça. Quand on veut sélectionner des produits d'équitation, il vaut mieux s'intéresser au cheval, et ainsi de suite, parce que sinon c'est sûr qu'on a la chance de pas vendre, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on vend pas des climatiseurs. On vend des produits qui plaisent, on vend des produits qui fédèrent. Donc en fait, quand on veut travailler avec les marques, on décide avant tout de travailler en main dans la main avec elles. On n'est pas là pour court-circuiter quoi que ce soit. On est là pour avoir une relation, pour établir une relation de confiance avec elles, pour que avant tout on fasse pas un coup en one shot, et que la fois d'après on ait vexé les marques, ou en tout cas qu'on ait court-circuité et qu'on puisse pas reproduire l'expérience. Donc c'est pour ça au quotidien on a ces personnes là qui travaillent à aller démarcher, aller chercher, à établir une relation de confiance pour qu'on puisse reproduire, qu'on puisse être des soutiens aussi, hein, parce que de manière générale on vient de vivre une période qui était très très compliquée l'an dernier avec le Covid, et où on a eu beaucoup de nos partenaires, donc de nos marques partenaires, qui se sont retrouvés avec l'incapacité d'écouler les stocks et des trous énormes dans leur trésorerie. Et là, nous, on a pu apporter ce soutien-là, là où les magasins physiques dont on a besoin pour écouler les collections et pour faire vivre l'écosystème, ne pouvaient pas vendre. Et nous, on est arrivé là à ce moment-là avec la capacité d'acheter et de continuer à faire vivre l'écosystème, et à permettre à ces marques-là aussi de pouvoir de continuer à exister, de continuer à pouvoir investir en R&D, de continuer à pouvoir produire. Et donc dans ces cas-là, voilà, c'est vraiment sur ce partenariat qu'on mise au quotidien, et qui nous permet d'être pérennes. Et c'est vrai que c'était en 2020 que même si vous étiez heureusement quand même connu avant, mais je pense que l'explosion quand même est venue en 2020. Moi, j'avoue que je vous connaissais pas particulièrement avant cette période-là. Ouais, mais ça montre qu'il y a quand même une vague, encore un domaine et une marche énorme de progression. Donc c'est ça qui est aussi grisant et parfois un peu frustrant, parce que, moi-même, j'ai beaucoup fait de sport dans ma vie. Je continue, avant le Covid, je continue encore à jouer au rugby. Et c'est vrai que quand on en parle autour de nous, hein, même moi, je vois qu'il y a plein de gens qui dans ma tranche d'âge ne connaissent pas, alors que pourtant c'est pile poil la cible. Et donc je me dis, on a encore tellement à faire que c'est grisant. C'est clair. Et du coup, tu l'expliques comment le succès de ces dernières années, bon, sans compter la période Covid, mais juste la période du coup avant. À la période avant, je dirais que on a su mettre en place une combinaison de plusieurs critères, qui sont l'offre, donc proposer une belle offre, un bon prix pour un produit, et le service. Parce que quand on a les trois, on arrive à séduire, et on arrive à convertir, et surtout à reproduire. Et ça, c'est le plus important dans le e-commerce, parce que c'est pas le tout de pouvoir attirer des clients sur sa plateforme. Il faut encore arriver à transformer l'essai, donc convertir. Mais il faut derrière, pour arriver à encore mettre un nouvel essai, si je devais faire un parallèle avec le rugby. Mais si derrière, et je veux dire, il y a des acteurs e-commerce mondiaux qui ont su très bien le montrer, hein. Je veux dire, pour ne que citer qu'Amazon, je veux dire, la force, c'est le service. Si derrière, on est capable de livrer rapidement, qu'on est capable de proposer les produits qu'il faut au bon prix, et que quand les clients ont un problème, on le résout, je veux dire, l'équation elle est résolue. Il n'y a pas vraiment non plus à se tordre la tête dans tous les sens. Il faut juste avoir les bons produits au bon moment, au bon prix, et assurer le service après-vente. Et ça depuis, si je fais abstraction de la dernière année Covid, déjà le e-commerce était en pleine croissance, hein, ça de manière générale. Après sur le succès, c'est qu'on a su transposer un modèle franco-français, puisque VP c'est lui qui a créé le modèle à l'époque des ventes privées. On a su le transposer à l'international. Et ça, au bout d'un moment, on a compris que c'était bien d'être sur le territoire français, c'était bien d'être leader de la vente privée du sport sur le territoire français, mais qu'en fait, on a la chance aussi de faire partie d'un regroupement de pays qu'est l'Europe, avec la facilité de transfrontalière qu'on peut avoir, et le réseau de transport qu'on a. Et on a très vite compris qu'il fallait qu'on mise dessus, quoi. Et du coup, en parlant de l'international, vous vous êtes lancé en quelle année ? Alors, on a commencé en 2014 avec l'Espagne, parce que déjà, on est basé à Montpellier. Donc, je t'avoue que honnêtement, l'attraction Montpellier-Barcelone, elle se fait facilement. Et puis, on est latin,
Donc quoi de mieux que se dire qu'un Français ressemble à un Espagnol, même si c'est pas forcément vrai à 100% du temps, mais ça se rapproche. Donc on s'est lancé là-dedans. Puis après on a ouvert juste un petit peu après en 2015 l'Italie, et où s'en est suivi pas longtemps après le Royaume-Uni. Et très récemment, hein, on fait pas comme tout le monde. Pendant le Covid, on a ouvert l'Allemagne l'an dernier, qui est le plus gros pays e-commerce, d'e-commerce, on va dire, d'Europe. Et pas le Benelux du coup? Alors, c'est pour ça que je vais apporter cette petite différenciation. Il y a une notion d'ouverture pays et une notion de livraison pays. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on a la chance de faire partie de l'Europe. C'est-à-dire qu'avec la France, avec la langue française, on adresse forcément les pays francophones qui sont autour de nous, comme la Belgique française, la Suisse française, forcément les principautés Monaco, Andorre, et avec l'espagnol, non, l'espagnol, il y en a pas d'autres. Par contre, avec l'italien, on peut adresser la partie suisse. Donc en fait, on adresse ces pays-là sans avoir pour autant une extension, une version du site. Ok, je comprends. L'espagnol, quand vous livrerez en Amérique du Sud. Pourquoi pas. Bon là, il y a un petit saut à faire au niveau pour le coup du transport, parce que là, il y a vraiment quand même un océan et pas des moindres à franchir, mais pourquoi pas. Ok, ça marche, je comprends mieux. Et du coup, pour vous lancer à l'international, ceux qui nous écoutent du coup actuellement et qui pensent à pourquoi pas eux aussi sauter le pas, comment on étudie le marché d'un pays pour se lancer? Est-ce qu'il y a des indicateurs clés à prendre en compte? Alors oui, il y a plusieurs indicateurs clés de manière générale à prendre en compte. Bon déjà il y a la situation du e-commerce dans le pays, hein, parce que ça déjà il faut regarder si c'est un pays qui est développé ou pas au niveau du e-commerce. Généralement c'est souvent lié au transport. C'est-à-dire qu'un pays qui a du retard au niveau du transport, il est un peu en retard au niveau du e-commerce, parce que forcément, quand on achète en ligne, il faut aussi pouvoir se faire livrer. Le deuxième point que je mettrais, c'est regarder déjà la concurrence, voir un petit peu ce qui se fait déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà comme nous? Si c'est le cas, quelle part de marché il a? Est-ce qu'il a l'entièreté des parts de marché? Est-ce qu'on pense pouvoir aller le titiller un peu? Est-ce qu'il a une toute petite part? Et dans ces cas-là, on a une grosse marge de progression. Dans ces cas-là, le mieux, c'est d'avoir aussi quelques chiffres, parce que ça permet un petit peu de mieux se positionner. Nous, on est dans le sport, donc forcément, quand on va voir un petit peu les pays, on regarde un petit peu aussi l'appétence des habitants au niveau du sport. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, l'Allemagne, c'est le plus gros pays consommateur de sport outdoor, par exemple. Bien plus que tous les autres. Au-delà du fait qu'ils sont plus de 80 millions, mais c'est super important. Donc là-dessus, ouais. Et puis voilà, pour reprendre le premier sujet par rapport au e-commerce et au transport, il faut qu'on étudie la délivrabilité, c'est-à-dire que c'est bien de se dire quand on se lance dans un pays, on n'a pas pour vocation tout de suite à ouvrir un hub dans le pays, et on doit pouvoir délivrer ce pays-là depuis nos bureaux et notre dépôt de Montpellier. Sinon, ça d'entrée de jeu, ça devient très très compliqué, quoi. Ok, et du coup, pour le transport, ça s'organise comment en fait quand on veut livrer à l'étranger? Alors, ça s'organise comment? Bon, déjà, on regarde si dans le catalogue des transporteurs qu'on a, ils ont la possibilité de livrer. Depuis maintenant 10 ans qu'on opère le transport à travers l'Europe. Historiquement, on avait commencé avec le groupe Colissimo, nous. Enfin, le groupe La Poste et Colissimo, qui, forcément, hein, on les connaît, sont un des acteurs majeurs du transport européen. Donc, ils ont su nous accompagner au démarrage et durant nos 5 premières années. Puis, petit à petit, on a renforcé la palette avec le relais, avec Mondial Relais. Puis au bout d'un moment, on s'était dit quand même que ça serait bien d'avoir des offres un peu mieux placées et puis un petit peu plus encore de cordes à notre arc. Et du coup, on a ajouté du colis privé sur la France. Et pour au final, juste avant le Covid, un petit peu se fâcher avec Colissimo et on est devenu à ouvrir le marché à Spring NL. Et l'avantage de Spring NL, c'est que ils nous ont ouvert les portes de pas mal de pays européens à des prix très très attractifs. Et forcément, quand on ouvre un pays et qu'on ouvre avec des frais de transport qui sont attractifs pour les futurs clients, tout de suite ça convertit mieux et tout de suite surtout pour nous, ça nous évite de devoir prendre une partie en charge du transport et de dégrader le PNL du pays. Ok. Et du coup, en plus de tarifs intéressants, qu'est-ce que Spring vous apporte en plus du coup pour vos envois à l'international? Alors, Spring, je dirais en premier le sérieux. Honnêtement, ils sont super pros. La qualité, on n'a rien à redire sur la qualité de ce côté-là. Et comme je le disais tout à l'heure, l'offre prix.
C'est-à-dire qu'ils nous permettent d'adresser la majorité des pays d'Europe avec des prix comme si on pratiquement, hein, sans exagérer, on livrait en France. Et ça, c'est super agréable et appréciable. Et surtout, tout ça, c'est parce qu'ils travaillent régulièrement. Enfin, de manière générale, ils travaillent avec les postes locales. Donc déjà, même ne serait-ce qu'en termes de livraison et de qualité, quand on livre un Italien avec la poste locale, un Espagnol avec la poste locale, avec un Allemand avec sa poste ou peu importe, c'est comme ça pour tout le monde. Ça marche beaucoup mieux. On se dit tiens, c'est comme si c'était un site local qui me livrait, quoi. Et c'est quoi les délais de livraison? Alors tout dépend évidemment le transporteur, et effectivement ils peuvent varier en fonction des pays. Bon, on propose l'express, hein, à quasiment tous les pays, donc là c'est du 24 heures. Donc ça se paye forcément, c'est plus cher. Sinon sur la France, généralement c'est du 2 jours. L'Espagne c'est du 2-3 jours. L'Italie c'est entre 3 et 5 jours. Alors le UK, on va dire que pré-Brexit c'était 3 jours, post-Brexit c'est plus du 4-7 jours, et l'Allemagne c'est entre 2 et 3 jours. Okay, ouais, c'est des délais très raisonnables. Au final, c'est comme si on achète sur un site français, c'est à peu près pareil. Oui, généralement, hormis qu'il y ait vraiment des problématiques de grève dans les pays ou d'intempéries, mais sinon c'est dans ces eaux-là. Si est-ce que et vous avez une offre de livraison, par exemple comme Amazon Prime ou Asos Première, non? Non, on fait pas. Je t'avoue que ça nous est beaucoup passé par la tête. On s'est beaucoup posé de questions. J'ai moi-même fait beaucoup de PNL sur le sujet pour être sûr de voir si c'était rentable, pas rentable. On a beaucoup discuté avec d'autres de nos confrères qui l'ont tenté. Alors, c'est très compliqué à calculer parce que ça change complètement le comportement des consommateurs. Et honnêtement, le modèle qu'on a à l'heure actuelle nous va bien. Et pour avoir eu des échos de d'autres sites e-commerce, même de VP, qui l'ont mis en place, ils se sont un peu mordus les doigts par la suite. Donc ça nous a un peu refroidi sur le sujet aussi. Et du coup, ça change le comportement des consommateurs. Est-ce que t'as un exemple de ce que ça peut changer? Alors déjà, tout dépend comment on le met, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui le facturent 50 euros, il y en a qui le facturent, enfin à l'année complète, il y en a qui le facturent que par mois et on n'est pas obligé de reconduire. Il y en a qui facturent plus que ça. Il y en a qui limitent à un certain poids, un certain prix. Donc ça dépend vraiment. Mais de manière générale, enfin on le sait tous, hein. Je veux dire, Amazon avec leur offre Amazon Prime, ils sont pas rentables sur le sujet. C'est quelque chose qui est pas possible de. Enfin, je veux dire, quand on achète un livre qui vaut 7 euros et qu'on l'a le lendemain avant 13 heures chez soi en express, et quand on discute avec tous les acteurs du transport, je veux dire, il s'appelle pas l'abbé Pierre, il facture. Et le transport coûte en express, même sur un livre, coûte quasiment le prix du livre. Donc ils perdent de l'argent là-dessus. Maintenant, le comportement, il est qu'en fait, le consommateur, il n'a plus du tout aucune valeur de ce qu'est le transport. Et généralement, s'il sait que dans le mois, il doit dépenser, il paye un abonnement, potentiellement il va acheter à outrance, mais il va aussi retourner à outrance parce que pour lui c'est gratuit. Et donc en fait, honnêtement, ça nous intéresse pas parce qu'on est un site de vente privée. Donc nous, on travaille pas ou peu, enfin même si on en a quand même sur stock. Donc quand un consommateur nous retourne des produits, on a des retours produits qu'on est obligé de garder. Sauf qu'en fait, c'est pas des retours produits de collection et sur lesquels on peut remettre les produits en étagère et se dire c'est pas grave, il y en a encore 10 pièces en stock, on peut continuer à les vendre. Non, c'est des produits qui sont issus d'une vente qui est clôturée depuis et qui va pas être représentée sur le site avant un moment. Et surtout, si on a 3 cacahuètes qui se battent en duel après les retours, c'est juste ingérable. Donc c'est pour ça qu'on favorise pas spécialement le retour. On préfère favoriser et proposer à nos clients le meilleur choix possible et qu'ils soient contents du produit qu'on lui propose, plutôt que de lui proposer un produit qui va avoir envie de retourner tout de suite. Ouais, ça fait sens, mais c'était intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Puis c'est pas très écologique non plus, hein. Je t'avouerai que. Oui, ça c'est ce qui moi comme je suis pas dans la logistique, on va dire, c'est quand je suis consommatrice, j'ai quand même ce bon sens par rapport à l'écologie où je me dis ouais physiquement si je commande à 15 heures et que le lendemain dans même pas 24 heures, je l'ai dans ma boîte aux lettres, je me dis que limite il y a eu un avion, une voiture et tout pour mon livre tout seul quoi. Donc t'en es pas loin. Et puis tu vois là où ça m'a le plus choqué, c'est sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays quand même qui est relativement écolo de manière générale. Et pour autant, alors ça c'est beaucoup Zalando qui a poussé ça avec leur offre aller-retour gratuit et tu ne payes que ce que tu gardes.
Mais ça, écologiquement parlant, c'est un désastre. C'est-à-dire que les personnes, enfin, oui, effectivement, comme tu dis, derrière, il y a un coût du transport, il y a un coût du carton, il y a tout. Enfin, il y a énormément de coûts derrière pour. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Et c'est vrai que c'est complètement à l'opposé, je trouve, d'une démarche écologique de faire ça, quoi. Et du coup, pour revenir sur l'international, est-ce que vous remarquez qu'il y a des marques qui vont mieux fonctionner d'un pays à l'autre? Oui, oui, tout à fait. Alors, déjà, au-delà de la marque, il y a l'univers. Et sans vouloir m'obstiner, par exemple, je vais prendre l'exemple du rugby encore une fois, aller proposer une vente de rugby à un site, enfin sur l'Espagne ou l'Allemagne, il y a pas trop de logique là-dedans. Pareil, le paddle tennis là, qui est le sport numéro 1, même devant le foot en Espagne en termes de licenciés. Alors ça prend un peu dans les pays, mais ça prendra beaucoup moins qu'en Espagne. Et après au niveau des marques, oui, tu prends par exemple le Coq Sportif, qui est une marque franco-française, qui est une très belle marque, marche très bien en France, va un peu moins bien fonctionner sur le plan international. Si je prends l'Espagne, ils ont des belles marques aussi comme Isas ou Trango World ou Ternua, qui sont des marques généralement d'outdoor, qui marchent très très fort chez eux et moins bien sur la France, l'Italie ou l'Allemagne par exemple. Les Italiens, ils ont X-Bionic, qui est une marque de sous-couche, qui est une très belle marque aussi, mais qui cartonne à chaque fois chez eux et qui marche bien chez nous, mais sans non plus égaler les scores italiens. Donc c'est très lié à l'ADN de la marque déjà de base. Sa représentation sur le théâtre international et à l'univers qu'elle couvre, parce que forcément oui, il y a des pays il y a certains sports pour eux ça c'est que dalle, quoi. Ouais, c'est sûr que ça fait sens ce que tu dis. Mais par exemple, est-ce que le running, on va être pareil sur tous les pays? Pareil, alors l'avantage du running, c'est que c'est voilà, c'est accessible à tous, quoi. Il suffit de mettre une paire de baskets, un jogging, un pantalon, et puis d'aller courir, et ça fait du bien. Et puis voilà. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas, non, on va dire que c'est le sport universel qui est facile, qui est accessible à tous, et où il n'y a pas besoin d'infrastructures énormes pour pouvoir le faire. Et parce que là, moi, j'avoue que tu m'as cité des marques espagnoles et italiennes que je ne connais pas du tout. Mais est-ce que, en fonction des pays, vous avez des ventes privées différentes ou tant pis, tout le monde a les mêmes? Non, alors c'est pas tant pis, tout le monde a les mêmes, c'est tant mieux, tout le monde a les mêmes. Si j'enlève effectivement les exceptions que je viens de te citer plus haut, où on n'a aucun intérêt à traduire une vente en espagnol si elle ne va pas performer en Espagne. Par exemple, les rugby, encore une fois, ça sert à rien. Par contre, si on reste sur des univers qui parlent au pays, il n'y a pas de raison de ne pas proposer à un espagnol la même marque et le même produit qu'à un français, un allemand, un italien. Vraiment, de ce côté-là, c'est pareil pour tout le monde. La seule différence qui peut arriver, c'est que la marque en elle-même demande à ce qu'on ne la joue pas, sur un pays. Ça peut arriver si typiquement, sur tel pays, elle est en pleine promotion, ou alors elle est pas en promotion justement sur ce pays-là, sur cette marque-là, et qu'elle a pas envie que nous on arrive et qu'on propose et qu'on mette dans la tête des clients potentiellement espagnols ou italiens que cette marque-là elle est en promo, qu'ils peuvent la trouver, parce que forcément les marques elles ont aussi leurs propres distributeurs dans chaque pays, et par moment elles ont pas spécialement envie que on aille jouer cette marque-là en promo sur le territoire de leur distributeur. Moi, c'est super intéressant en tous les cas parce que j'avoue que pour moi, les ventes privées, c'est un peu tout le temps un mystère. Mais moi, je comprends pas. Des fois, on met des trucs dans le panier et si on veut changer de vente, on n'a pas accès à la vente. Il faut valider le panier avant. Ça, c'est que t'as pas acheté chez nous, je t'ai grillé, c'est que t'es pas venu acheter, t'es pas cliente encore. Non, très honnêtement, alors j'aimerais avoir le succès de VP de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils font pas exprès d'être en rupture, c'est juste qu'ils ont un gros succès sur leur vente privée, et tant mieux pour eux. Nous, sur les nôtres, honnêtement, on met, alors forcément, les meilleures pièces, elles partent le matin tôt, donc c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt pour pouvoir y être, et celles qui ont ou alors, s'il y a de la profondeur, beaucoup de profondeur de stock, forcément, il y a un peu plus de temps, mais de manière générale, c'est sûr que la bonne pièce, qui a pas été présentée ou qu'on ne trouve pas sur le web à ce prix-là, elle part très très vite. Sur la partie du panier, c'est pour ça que je te dis que t'es pas venu acheter chez nous. Justement, nous on se différencie de ça, c'est-à-dire que pour nous en fait, on est un seul, enfin qu'on est sur notre site, je sais pas si tu as pu voir, mais on a deux corners, on a un corner vente privée, on a un corner shop. Donc, alors je vais t'expliquer de suite du coup. Le shop en fait, si tu veux, c'est juste c'est les produits de gamme, des collections actuelles des marques. C'est-à-dire que nous, on joue le jeu de dire aux marques,
Donnez-nous vos fins de collection ou vos invendus ou ceux que vous n'arrivez pas à écouler sur les ventes privées. On les vendra et on fait un deal pour avoir un bon prix. Et à l'inverse, nous, on fait vivre votre écosystème et on vous achète de votre collection actuelle et on joue le jeu de pratiquer les prix que vous voulez. Donc vous voulez pour pas casser non plus tout de suite la dynamique, pour que comme je dis tout à l'heure, le réseau de distribution classique il puisse aussi vendre normalement, enfin que tout le monde puisse vivre en fait. On n'a pas pour vocation d'écraser tout le monde, au contraire. On est un écosystème et cet écosystème il faut qu'il perdure comme ça. Et en fait du coup que tu achètes sur le shop, que tu achètes sur une vente privée Salomon par exemple, ou que tu ailles sur celle de The North Face derrière, ou que tu ailles acheter un vélo, peu importe, toi au niveau de ton panier, tu as acheté sur Private Sport Shop, donc tu t'es fait ton panier, et tu n'auras qu'un seul et même frais de port. Et ça te permettra d'acheter sur toutes les ventes. Alors je sais que beaucoup de... Alors il faut savoir qu'on là-dessus, on sponsorise quand même pas mal, parce que pour des raisons logistiques, tu le verras si tu vas sur le site. Bon, quand tu vas sur le shop, forcément, c'est de la livraison en 24 heures, hein, puisqu'on a les stocks. Certaines ventes privées, on travaille sur stock, donc on peut livrer en 24 heures aussi. Puis il y en a d'autres, on fonctionne sur le système de la réservation, la plupart, où là, il faut un temps quand même que on commande ce qui a été acheté par les clients, donc il faut qu'on attende la fin de la vente pour qu'on se fasse livrer, pour expédier. Donc forcément, si tu as acheté à la fois sur le shop et à la fois sur une vente privée qui est, en livraison 7 ou 8 jours, je vais te dire, nous, on prend pas ton colis du shop, qu'on met pas de côté en disant, tiens, on attend les 8 jours pour ensuite t'expédier le reste. Parce que tu te doutes bien qu'avec plus de 180 000 colis expédiés par mois, si on faisait ça, on n'aurait même pas besoin d'un dépôt de 8 000 m². C'est 500 000 m² qu'il nous faudrait, tellement ce serait... Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on expédie un colis par marque et par délai de livraison. C'est-à-dire que si tu as deux marques qui ont le même délai de livraison, on va essayer de faire en sorte de tout mettre dans le même colis, forcément. Donc en fait, nous, on favorise le fait qu'un client il puisse se balader, il peut te faire son panier, et on lui dit pas, justement, on veut pas le frustrer, on lui dit pas, non, faut d'abord que tu finisses ta commande pour ensuite aller ailleurs. Donc ça a un coût, c'est pas anodin, forcément, parce que si tu prends deux colis sur deux marques différentes, avec des délais différents, ça fera deux colis. Mais c'est cette optique-là. Et c'est d'ailleurs généralement ce que nos clients aiment bien chez nous, c'est-à-dire qu'ils font leur petite course sur le site, et puis ils peuvent aller au bout, et ils ne seront pas bloqués. Ah bah j'avoue que oui, c'est bon à savoir, parce qu'effectivement c'est un truc qui me bloque des fois, où je me balade et puis je vais acheter un article, je vais en avoir pour pas des milliers des cents, et puis quand je veux aller, il y a une autre vente qui me plaît et que je veux y aller et qu'on me dit ah non, faut valider le panier avant, et que je vois que les frais de port sont à 6 € pour un truc que j'ai mis à 10 €, je te cache pas que le panier je vais vite l'abandonner. Je comprends, mais en même temps c'est la réalité, c'est-à-dire que quand ces sites-là font ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, la problématique c'est que pour les gens, avec le tout gratuit tout le temps et rapide, il y a plus cette réalité que en fait quand tu commandes, il y a une personne derrière qui va arriver, qui va prendre ton produit, qui va l'emballer, qui va le mettre sur généralement sur une chaîne de production, qui va l'amener jusqu'à un véhicule, qui va lui-même l'amener à un autre. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui travaillent, il y a des kilomètres, des milliers de kilomètres des fois parcourus. Donc c'est pas possible en fait de faire du gratuit. Donc à un moment donné, quand il y a cette logique-là, comme je te dis, c'est un coût. Tu peux pas proposer tous ces produits-là et faire en sorte. Ou alors tu inclus dans ton prix produit cette marge-là. Mais bon, ça c'est pas notre vocation. Nous, on a pour vocation de faire le meilleur prix. C'est pas pour y rajouter le transport dedans. Oui, il vaut mieux être transparent par rapport à ça. Et je pense que ça transparaît aussi de votre ADN. Donc, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Tu m'éclaires sur plein de questionnements que j'avais par rapport à ça. Avec plaisir, avec plaisir. Et alors, pour revenir à l'international, parce qu'à chaque fois on fait des petites apartés, qui n'en sont pas moins très intéressantes. Mais tu nous disais tout à l'heure que vous livrez également au Royaume-Uni. Donc il y a eu le Brexit là. Est-ce que vous avez déjà pu un peu observer des répercussions suite à cet événement, et comment vous y avez fait face? Alors oui et non. Alors oui, on en a observé parce que forcément le Brexit, t'as tous les transporteurs, t'as tous les fournisseurs, tout le monde qui revient vers toi en t'expliquant que maintenant franchir la frontière c'est compliqué, que c'est plus cher, que ça prend plus de temps. Et pourquoi non? Parce que en fait on a ouvert le UK en 2016, si je te dis pas de bêtises exactement. Et c'est le UK c'est très particulier. Et c'est pas pour critiquer les Anglais, parce que mais c'est très particulier parce que c'est encore une fois c'est un écosystème où tout est tout le temps en solde. Donc en fait, pour un site de vente privée et proposer des super prix
un pays où tout le temps tout est bradé partout, exister c'est très compliqué. En sachant que derrière il y a la notion de monnaie différente en plus. Et donc oui, c'est pour ça qu'on a eu toutes ces alertes à droite à gauche en disant attention, ça va prendre plus de temps, attention, ça va être plus cher, qui nous ont mis la puce à l'oreille. Et en même temps, non, parce qu'on faisait pas non plus énormément de chiffres dessus, mais c'est quand même un beau marché. Donc là, en fait, on attendait un petit peu de voir ce qui se passait via le Brexit, d'un petit peu voir ce que l'Angleterre et l'Europe allaient décider. Et là, ils arrivent un petit peu à se stabiliser. Donc là, on va aller un petit peu en reconquête de ce marché-là et montrer que, bah oui, on est capable aussi de proposer des produits qui peuvent intéresser les Anglais. Maintenant qu'on sait quelles sont les règles du jeu et comment on peut les poser. Alors, il y a des règles, c'est souvent du fiscal, de la taxe, du dédouanement. Mais globalement, il y a eu, et les transporteurs se sont aussi mis à la page de ce côté-là pour faciliter justement ces étapes-là. Et du coup, c'est Spring qui vous avait accompagné par rapport à cette problématique? Ouais, oui. Enfin, il y en a plein qui proposaient des solutions, mais Spring est de ceux qui proposaient la meilleure solution, ne serait-ce qu'en termes de prix et en termes de facilité je dirais de plug and play, quoi. C'est-à-dire que vraiment ils ont une belle solution et qui va nous permettre d'aller plus sereinement sur ce marché sans se soucier vraiment de ce Brexit. Et alors, j'aimerais bien aussi apporter les pics de vente, notamment sur un site comme le vôtre. Donc, parce que vous, il n'y a pas de pic, je pense, pendant la période des soldes, parce que toute l'année, c'est les soldes. Si, alors étonnamment, détrompe-toi. Ouais. Alors, on va dire qu'on a 3 grosses périodes de pic. La première, qui est la plus longue, c'est les 3 derniers mois de l'année, puisque c'est les fêtes, que les gens à ce moment-là. Mais je pense que c'est pour tout le monde du commerce de manière générale, c'est les mois généralement les plus sympas en termes de chiffres. On a les soldes, parce que comme je te disais, tu vois, mine de rien, oui, on a la vente privée, qui est effectivement elle tout le temps en solde, mais par contre, on a le shop. Et le shop, c'est le moment où on a le droit, en accord avec les marques, de faire les prix des soldes. Et c'est à ce moment-là où tu peux aussi tu tires ton épingle du jeu de ce côté-là et où les gens se ruent sur les sites qui pratiquent les bons prix. Et enfin, de toute façon, le sacro-saint Black Friday qui est pareil pour tout le monde, ou on peut même appeler de Week Friday, Black Week maintenant même, tellement c'est un phénomène qui a pris tout le monde. Mais au final, c'est très grisant pendant cette période-là, mais on observe au fil des années, quand ça prend de plus en plus au niveau des coutumes des clients, d'attendre d'acheter avant ce moment-là. Alors qu'avant c'était lycée, il y avait la période juste avant Noël où ils attendaient et puis ils achetaient leurs gros cadeaux pour Noël. Mais là, en fait, avant le Black Friday, on s'aperçoit qu'il y a une petite baisse quand même avant, parce que les gens savent que dans 1 ou 2 semaines, il va y avoir Black Friday et que c'est le moment où il faudra faire les achats. Ok. Et vous la gérez comment cette période? Je sais pas si tu peux nous parler de ça, mais durant les périodes de pic comme ça, vous avez combien de ventes en plus ou de commandes? Bon, puisque tu poses la question, alors commercialement, si on se situe vraiment que sur la partie commerciale, bon déjà on met tout en ordre, c'est-à-dire que c'est une fourmilière, c'est que tout le monde prépare à l'avance de sortir son plus beau costume. Et quand je dis son plus beau costume, pour les acheteurs, c'est de sortir leur plus belle vente, d'aller chercher les plus belles sélections produits, les meilleurs prix possibles. Le planning s'excite pour trouver le meilleur arrangement possible pour la présentation de ces ventes-là sur le site et la meilleure cohérence possible surtout, pour que justement à ce moment-là, on arrive à proposer une offre d'exception. Donc, généralement, dans ces moments-là, on peut augmenter. Là, tu vois, à l'heure actuelle, on propose entre 15 et 16 nouvelles ventes, donc de ventes privées qui ouvrent tous les jours, et donc 15-16 qui ferment tous les jours. Pendant ces pics périodes, donc de Black Friday ou de Noël, on monte. Alors, dernièrement, pendant le dernier Noël, on peut monter jusqu'à 22, 23 par jour. Donc ça fait entre 7 et 8 ventes des fois par jour en plus. Après, opérationnellement, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est cool d'avoir les offres, mais si opérationnellement le reste suit pas, tout s'écroule, quoi. Donc opérationnellement, généralement, on staffe les équipes en conséquence. Elles s'organisent surtout. On vérifie on fait nos gammes, comme un musicien frélétienne avant de monter sur scène. On fait nos gammes, on vérifie que tout est ok, on regarde qu'il n'y ait pas de fausses notes, que tous les rouages sont bien huilés et on y va, quoi. Ok.
hyper intéressant en tous les cas. Et j'avais une dernière question concernant tout ce qui est logistique et plus particulièrement par rapport à l'international. Comment vous gérez les retours? Alors, c'est un gros sujet, les retours. Bon, déjà pour plein de choses. La première, c'est que, en fait, on n'a pas pour vocation, nous, de dire au client, vas-y, achète ce que tu veux, retourne ce que tu veux quand tu veux, fais comme tu veux. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, on est un site qui veut proposer la bonne offre, au bon prix, au bon moment. Et pour ça, en fait, on est obligé de passer par un mix de, parfois, on achète les stocks et on porte les stocks, bien souvent, on fait de la réservation et des deals avec les marques. Et donc, en fait, quand on fait cette réservation, forcément, si on a vendu 5000 pièces sur une vente, ces 5000 pièces, on les reçoit, mais elles repartent aussitôt. Donc on a zéro profondeur de stock sur ces pièces-là. Si elles nous reviennent, très honnêtement, ça nous arrange pas du tout, parce que on n'a pas de profondeur de stock. C'est pas notre collection, c'est pas notre marque, donc on peut pas le remettre en stock et pour le revendre en boutique permanente, c'est pas possible. C'est pas notre business model. Donc sur les retours, on a pour vocation de faciliter, comme je te disais, le plus possible au moment de l'achat, le meilleur choix possible, parce que c'est bien de proposer le bon prix et le bon produit, mais encore faut-il que le produit en question il plaise au client et surtout qu'il lui aille bien. Si c'est pour que 50% des produits achetés reviennent, on tue notre modèle. C'est pas du tout le but. Donc les retours, historiquement, on ne prend pas en charge les retours. On offre par contre à nos clients le fait de payer le prix du retour au prix où ça nous a coûté à nous, puisqu'on a quand même des conditions commerciales de transport qui sont quand même plus avantageuses que si c'était juste toi ou moi qui allait à la poste ou n'importe quel autre transporteur pour remettre son colis. Le seul moment où on va dire à notre client, on te propose une étiquette retour gratuite, c'est quand il y a eu un problème dans le process. Que ça soit de la livraison, que ça soit que ce soit le produit qui soit endommagé, pas le bon, ou que le client ait eu un souci ou en tout cas un mécontentement dans le service qu'on a pu lui apporter. C'est le seul moment où on va faire ça. Après, il y a des pays où c'est plus compliqué. Donc je fais allusion par exemple à l'Italie. L'Italie, c'est un pays où le relais n'est pas encore très développé, voire pas du tout. Donc là, on est en train de faire ce qu'il faut, mais pour l'instant, j'en dirai pas plus. Faire ce qu'il faut pour justement aller proposer un service retour, comme pour les autres pays, c'est-à-dire de proposer aux clients de bénéficier de nos prix allés et de proposer des étiquettes gratuites. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas capable de faire ça, donc on prend en charge nous-mêmes les retours, on fait des étiquettes retour tout le temps gratuites, mais économiquement parlant, on est obligé de le budgéter parce que c'est un gros impact. Et après, tu as des pays comme l'Allemagne qui sont connus pour être des pays où si on n'atteint pas les 50-65% des fois de retour, alors pas chez nous, heureusement, mais chez des acteurs comme Zalando ou autres, c'est 65% de retour en Allemagne. Nous, je t'avoue, quand on a voulu ouvrir l'Allemagne, ça nous a fait très très peur, parce que 65% de retour sur de la vente privée, si c'est en plus un site qui performe vraiment beaucoup, ça peut devenir vraiment très négatif. Donc du coup, on a réussi à le contenir encore une fois en n'offrant pas le retour comme pour l'Italie, mais en disant aux consommateurs allemands, tu veux faire un retour, si en tout cas c'est juste un parti pris de dire je veux plus du produit, tu payes X euros et tu nous retournes le produit. Mais c'est en train de changer un peu en Allemagne, parce qu'ils sont en train aussi, avec avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, le coût de la vie est en train un peu de monter aussi, et il y a certains acteurs qui sont en train un peu de revenir sur le fait de tout offrir, quoi. Très intéressant. En tous les cas, on est début mai 2021. Comment vous avez géré l'année 2020 et le début de cette année 2021? Alors, comment on a géré l'année 2020 ? J'ai envie de te dire comme tout le monde, un petit peu en se prenant un mur dans la tronche quand c'est tombé. On a été un peu démunis au départ face à cette crise, c'est-à-dire qu'il a fallu déjà, en tout premier, qu'est-ce qu'il a fallu gérer ? C'est le côté humain. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu passes, donc on était 220, 230 personnes sur le site, et là tu te dis waouh, crise sanitaire, le gouvernement qui t'annonce un couvre-feu, enfin même pas un couvre-feu, c'est un confinement général à l'époque. Avec tout le monde chez soi, sauf les activités essentielles et les services logistiques et tout ça. Donc il a fallu déjà gérer ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu dis ok, donc t'es pas habitué à faire du home office, t'as tous les gens chez toi et justement même limite t'es plus pour que les gens soient au bureau plutôt que chez eux, parce que t'as cette espèce de croyance que les gens bosseront moins bien chez eux que depuis le bureau. Et puis là tu te retrouves du jour au lendemain à dire oh là, tout le monde prend son PC et tout et se barre chez soi. Et en même temps, tu te dis, j'ai un service logistique à faire tourner parce qu'on est un site de vente privée, donc on a quand même
Toutes nos commandes ne sont pas issues des 24 dernières heures, elles datent des fois d'il y a 10, 15, 20 jours. Donc parce que c'est la réservation, donc il faut continuer à faire tourner la machine pour que les gens en plus puissent recevoir leur colis, et quand ils voient qu'ils reçoivent leur colis, ils voient qu'ils peuvent continuer à commander. Et donc on continue d'exister. Donc on a eu vraiment à gérer et très, enfin même de manière très personnelle avec ma directrice logistique. On a dû justement faire face à ça pour rassurer les équipes logistiques ici, puisque là 98% des bureaux étaient partis, il restait plus que le comité de direction dont je faisais partie et certains et la directrice logistique. Donc on était 5 personnes dans des bureaux et tout le reste de la logistique. Donc forcément c'était un peu compliqué. Et tous les jours on a dû rassurer, montrer qu'on était là. Et honnêtement, je félicite les équipes là-dessus parce qu'elles ont fait un travail admirable à l'époque. Ça nous a permis de délivrer. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé en comité de direction et en board avec nos investisseurs, en comparant ce qui se faisait de manière générale par rapport aux autres acteurs. C'est qu'on a réussi à tenir bon, même face à cette tempête, et les équipes ont réussi à délivrer un service de qualité qui a quasiment pas ou peu qui a été impacté par la crise à ce moment-là. La seule chose qui a eu de compliqué, c'était le transport à ce moment-là, parce que il y a eu l'explosion du e-commerce. Donc forcément, tous les acteurs avec qui on travaillait, il y en a plein qui se retrouvaient sous l'eau. À l'inverse, il y en a au début qui se sont dit on va fermer. Donc ça nous a aussi posé problème. Il y a ceux, oui, forcément, alors c'était pas leur faute, mais Mondial Relais du jour au lendemain, il te dit on ferme tout. Alors quand c'est ton premier transporteur, ça c'est très très problématique. Donc il a fallu tout retransvaser, contacter les clients, demander des adresses domicile, et donc ça a été un énorme impact, mais on a su réagir et s'adapter. Et c'est pour ça à l'époque que je te disais que j'ai fait rentrer Springanel aussi, parce que ils ont su répondre présent et m'apporter rapidement une solution à l'international. Donc on a su petit à petit, d'une gifle dans la tête, arriver à se remettre sur nos pieds et à faire front et à continuer. Et après, quand les gens ont eu, on va dire, ces 10-15 jours, un petit peu d'incertitude de savoir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient pas faire, et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, enfermé chez soi, mais faire du sport, c'est cool, et en même temps, pouvoir aller s'acheter des trucs parce que c'est tout bête, mais on n'a jamais vendu autant de paddle que l'an dernier, par exemple. C'était pendant un moment donné, on se demandait si le paddle n'était pas le petit espace de liberté de 2 mètres carrés sur lequel on pouvait aller sur l'eau, et où on était tranquille. Enfin, il y a plein de choses comme ça où les gens ils se sont jamais autant vus faire du sport ou se sont autant projetés à s'acheter des choses pour pouvoir aller faire du sport l'été ou se maintenir en forme. Donc on l'a plutôt bien passé. Quant à ce début d'année, il est pour l'instant, enfin janvier, février, mars, on va dire qu'on recoupait pas encore ou très peu en mars le Covid. Donc ça a été relativement dans la continuité des mois qu'on avait fait de fin 2020. Là, on commence à rentrer dans des périodes où on va recouper des belles progressions qui ont eu lieu l'an dernier. Donc forcément, il faut arriver à faire au moins aussi bien que ce qu'on a pu faire l'an dernier avec tout le monde à l'arrêt partout, sauf les e-commerçants qui continuent de travailler. Mmh. C'est tout ce que je vous souhaite. Et du coup, tu nous disais au début que tu es arrivé au tout début de Private Sport Shop. Et de quelle réalisation es-tu le plus fier au sein de l'entreprise? Oula, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, il y en a plein, mais dans les valeurs, je t'ai dit au début qu'on savait s'adapter et que les équipes allaient vite. Et ça, je pense qu'en fait, c'est la plus grosse force et ma plus grande satisfaction. C'est-à-dire que je travaille avec des gens où déjà, je suis content de travailler avec eux. On est un peu comme une espèce on était tout petit, on est devenu moyen, on va dire, et on a su bien s'entourer et avec des personnes de confiance. Et déjà c'est agréable, et deux, de pouvoir à travers des crises comme ça, à travers des moments compliqués comme ça, pouvoir s'appuyer sur ces équipes-là. Pour moi, je trouve que c'est ma plus belle, en tout cas c'est le meilleur souvenir que j'aurais ou que je pourrais illustrer, on va dire, ou mettre en avant, parce qu'il y a tellement de belles réalisations que je pourrais pas en citer une, mais à chaque fois elles ont été faites grâce à l'esprit d'équipe et au collectif. Donc c'est ce que je citerai en fait. Ok, c'est top. Moi j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais voir avec toi. C'était hyper intéressant en tous les cas. Donc je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire? Je te dirais déjà de commencer à passer commande sur notre site, pour commencer. Mais plus honnêtement, je dirais qu'il y a plein de choses encore, de belles choses à faire. On a plein de domaines encore à explorer. Il y a plein de belles nouveautés qui vont arriver sur Private Sport Shop, mais j'en dirai pas plus pour l'instant, donc je dirais de rester connecté.
Et voilà. Et je dirais à tous ceux qui connaissaient pas PressSport Shop, allez-y, regardez, testez, parce que je pense que c'est la meilleure façon de se faire son opinion. Et si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que je pense que c'est la meilleure des communications possibles. C'est la meilleure pub. Super, et merci beaucoup Laurent, et puis à très vite. Merci beaucoup Audrey. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.